j'ai demandé à mes soldats de cesser les armes. La sécurité d'avant, c'est pas la sérénité d'avant. Il paraît que des rebelles sont dans nos murs. Maintenant, le plus dur commence. Parce qu'avec la chute de Laurent Gbagbo, bon, on pensait que ça allait bien, mais vraiment, hein, on voit que ça, de jour en jour, ça s'empire. Article 125, c'est vous-même qui avez dit ça. Déshabillez-vous, asseyez-vous là. Je profite pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année et je vous informe que à partir du mois de janvier, donc 2025, on rentre dans un nouveau concept. C'est un concept particulier. Le concept de l'histoire d'un homme politique. On va parler de tous les hommes politiques et militaires très importants qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire sur YouTube. Je vous informe également que vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok où il y a de nouveaux concepts qu'on va développer là-bas. La vidéo sur le massacre de Djoko, vous avez été nombreux à me le demander. Alors j'ai sorti cette vidéo, mais elle se trouve sur ma chaîne TikTok. J'ai mis le lien en description pour suivre cette vidéo. N'oubliez également pas de vous abonner sur TikTok et ensemble, on fera de grandes choses. À peine arrêté, le président Laurent Gbagbo sera conduit avec son épouse au palais du Golfe. Arrivé au palais du Golfe, 1 heure plus tard, quasiment, le palais sera attaqué avec l'arme lourde. Alors, personne ne sait qui a attaqué concrètement, mais 2 suppositions sont faites. La première dit qu'il s'agit de l'attaque des pro-Laurent Gbagbo. Et la seconde hypothèse dit qu'il s'agit en réalité de l'ONU. En ce qui concerne la seconde hypothèse, elle est très bien développée par la journaliste Leslie Varenne. Elle explique que, en réalité, le jour de l'attaque du 11 avril, l'ONU était sur place. Pour elle, il faut comprendre le fait que les pro-Gbagbo n'ont aucun intérêt à attaquer, avec l'arme lourde surtout, le palais du Golfe. D'autant plus qu'ils ne savent pas quelle est la position occupée par leur leader à l'intérieur du Golfe. Donc attaquer le Golfe, ça reviendrait à s'exposer, à mettre en danger la vie de leur leader. Par contre, en ce qui concerne l'ONU, elle va rentrer en contact avec un agent de l'ONU qui travaillait donc à Sébroko. Celui-ci va expliquer le fait selon lequel, dès le 9 avril, donc l'attaque que nous avons subrepticement évoquée dans la précédente vidéo, il s'agit dès cette période d'une mise en scène de l'ONU pour pouvoir légitimer l'attaque qu'elle allait lancer, l'offensive qui a eu lieu ce jour-là, et continuer par la suite avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Alors, cette attaque du 11, en réalité, selon cet agent de l'ONU, était réalisée dans l'objectif de légitimer l'arrestation de M. Laurent Gbagbo et consorts. Alors, dès son arrestation, les FSI qui étaient sur les lieux vont rentrer dans la maison, dans la résidence présidentielle, piller les lieux. Les villas voisines également qui étaient libres, donc sans propriétaire, qui ont dû fuir, vont être pillées également. Sans oublier celles des proches collaborateurs, dont des ministres et même la villa du premier ministre, M. Akin Mbok, qui sera pillée par la suite par aussi bien les FSI que les populations elles-mêmes, qui vont rentrer et tenter de se servir tant bien que mal. Dès le 12 avril, donc le lendemain, beaucoup d'événements auront lieu. Le tout premier, si ce n'est celui-là qui est très important, c'est le fait que les généraux vont rapidement se rallier à la cause du nouveau président, donc M. Alassane Ouattara. Et à la tête, on aura M. Philippe Mangou, qui va exhorter tous les anciens FDS, si ce n'est les FDS, dont les généraux Kassaraté et consorts, à rallier la cause du nouveau président de la République. Ce sont des mots de pardon, de réconciliation. Au nom des officiers, sous-officiers, militaires du rang, des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, armées des terres, air, marine nationale, nous venons à vous, Excellence Monsieur le Président de la République, pour nous mettre à votre disposition afin d'accomplir les missions que vous voudrez bien nous confier. Mais ce n'est pas tout. Ce même 12, il y aura 2 histoires différentes en ce qui concerne l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Alors, il y aura d'une part celle donnée par le Premier ministre et ministre de la Défense, M. Guillaume Soro, et de l'autre côté, celle donnée par l'un des conseillers du président de la République. En 2011, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a été enlevé par des éléments des forces spéciales françaises. Je vais vous conter le déroulement de cette opération. Les forces spéciales françaises ont engagé leur opération sur 2 fronts. D'abord, des troupes au sol ont forcé le portail principal de la résidence présidentielle avec un char afin d'y pénétrer. Ils étaient accompagnés de rebelles, notamment les chefs rebelles, Kone Zakaria, Ouattao et d'autres. Deuxième élément, donc pendant qu'il y avait cette offensive au sol, d'autres éléments des forces spéciales françaises accédaient au bâtiment principal de la résidence du président en empruntant le tunnel qui relie
la résidence de l'ambassadeur de France à celle du président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne l'arrestation de M. Gbagbo, la première fois nous sommes allés, je vous ai dit ce qui s'est passé. Nous avons donc envoyé du renfort frais. Hier, nous avons monté l'opération. Nous avons dit aux Français, nous voulons aller attaquer la résidence de M. Gbagbo. Soit vous déployez pour sécuriser la résidence, pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça, c'est mitoyen à la résidence de Gbagbo. D'ailleurs, les Français ont insisté pour dire qu'ils ne voulaient pas que l'opération des forces républicaines touche la résidence de l'ambassadeur de France. Nous leur avons dit, notre mission, c'est d'arrêter M. Gbagbo. Maintenant, nous ne connaissons pas la réaction des mercenaires et des miliciens. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est que vous vous déployez pour sécuriser sa maison. Mais, nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés, les combats ont duré. Nous avons d'abord progressé du côté de la Riviera 2. Il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons vaincus. Nous sommes venus prendre nos positions. Nous avons encore insisté pour attendre le renfort qui devrait venir du côté de la RTI pour faire 2 colonnes sur la résidence. C'est ce que nous avons fait. Les 2 colonnes se sont croisées au carrefour, ont progressé sur la résidence de M. Gbagbo. Nous sommes arrivés à cette résidence, nous avons fait des brèches et nos éléments sont rentrés. Ils avaient pour instruction d'arrêter M. Gbagbo sain et sauf. À partir de cette période, ce sont les FSI qui font désormais la loi. Ils sont policiers, gendarmes et douaniers en même temps. Ils protègent la Côte d'Ivoire, ils protègent Abidjan. Il faut signifier un fait très important. Quand bien même le président Laurent Gbagbo soit pris, du moins arrêté par les forces pro-Ouattara, donc celle du nouveau président de la République, il faut signifier que la commune de Yopougon, qui était en réalité une sorte de forteresse, leurs résidents en réalité, les pro-Gbagbo nombreusement, n'étaient pas encore tombés. Dans cette partie d'Abidjan, beaucoup de pro-Gbagbo, y compris les mercenaires libériens, vont se retrouver dans cette commune dans l'objectif de la défendre, vaille que vaille. Parmi tout cela, il y avait également des fessistes, donc des jeunes universitaires pro-Gbagbo qui défendaient avec ces mercenaires et milices qui se trouvaient dans la commune de Yopougon, cette commune-là. Ainsi, une nouvelle bataille aura lieu. Au-delà de celle de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, il y aura maintenant la bataille de Yopougon. Une bataille particulière et très intéressante. On en parlera tout à l'heure. Alors, à partir de cet instant, les FSI qui désormais dirigent Abidjan, dirigent la Côte d'Ivoire, militairement parlant, vu que le nouveau président est celui-là qui les a donné autorité pour, vont diviser Abidjan en 2. Il y aura désormais Abidjan Nord et Abidjan Sud. Quelque chose qui existait déjà, mais ce sera désormais le moyen par lequel les FSI vont régir, protéger, assurer la sécurité à Abidjan. Ainsi, Abidjan Sud sera dirigé par M. Ouattao et Abidjan Nord sera dirigé par M. Chérif Ousmane. Fait très intéressant, pour tous les habitants de ces 2 parties, donc Abidjan Nord et Abidjan Sud, pour assurer leur sécurité, il fallait qu'ils cotisent. Et on cotisait selon la taille de la population et la richesse de la localité. Donc si on prend une commune telle que celle de Cocody, les cotisations seront différentes d'une commune telle que Koumassi ou Makori. Ainsi, les chefs des FSI ont divisé Abidjan comme les Comzom dans le nord de la Côte d'Ivoire et désormais régnaient en chef. Les FSI se sont donc livrés à des pillages et consorts, d'autant plus qu'ils n'avaient pas encore reçu les salaires, leurs primes et autres. Lié à ce fait, dans la nuit du 12 au 13 avril 2011, les FSI vont se livrer à un véritable pillage dans Abidjan. Ils vont se servir partout, arrêter tous ceux qui passaient sur les routes et eux-mêmes, vu qu'ils n'ont pas reçu de salaire, de rémunération relativement à tout l'effort qu'ils ont réalisé, ils vont eux-mêmes se payer. C'est ainsi que le Premier ministre, M. Guillaume Soro, va sortir demander à ce que les FSI arrêtent tout pillage ou tout raquettage sur les routes et consorts. Ils vont accepter de ne plus continuer officiellement, mais officieusement, sur le terrain donc, ils vont continuer les pillages et autres. Pendant ce temps, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, surtout dans l'ouest, où il y a eu le massacre de Djokwe, dont on a parlé, ils vont se livrer encore et encore au pillage. Et il y aura même des affrontements entre FSI et encore les populations qui se trouvent. C'est ainsi que dans plusieurs localités de l'intérieur, les FSI vont commettre encore des actions, des massacres,
Dans certaines localités, les jeunes seront frappés, mis au soleil, agressés, il y aura des viols et des maisons seront braquées, etc., etc. Il y aura beaucoup d'exactions. L'objectif principal étant de mettre la main sur le président Laurent Gbagbo, ce qui est déjà fait. Il reste maintenant à pacifier la grande métropole d'Abidjan. Voici donc l'objectif que le président Alassane Ouattara va se donner. Régler la situation entre 1 et 2 mois. C'est ainsi qu'ils vont lancer l'opération spéciale pour pouvoir déloger de Yopougon tous ces pro-Laurent Gbagbo, donc ces milices et mercenaires libériens qui s'y trouvent et qui continuent le combat. Pour le faire, le président Alassane Ouattara va ordonner à Chérif Ousmane de piloter l'activité. Bien évidemment sous la tutelle de M. Michel Gueux, qui est en réalité un pion très important en qui le président de la République avait énormément confiance. C'est ainsi qu'ils vont mener l'assaut, qui va commencer dès le 12 avril pour finir au 4 mai, donc près d'1 mois. Il faut comprendre que pendant cette période, les miliciens qui s'y trouvaient vont commettre des actions. Beaucoup de viols, beaucoup d'assassinats. Ils vont même voler les familles qui s'y trouvaient dans la commune. Beaucoup d'habitants de Yopougon vont donc quitter les lieux parce que la situation devenait de plus en plus compliquée, catastrophique, c'était invivable. Et pendant qu'ils quittaient les lieux, ils vont être bloqués par des barrages mis en place par les FSI qui, eux, vont vérifier les cartes d'identité de façon minutieuse afin de sortir parmi tous ceux qui fuyaient la localité. D'un côté, ceux qui ont des noms dont la consonance est beaucoup plus proche de celle du président de la République, qui proviennent donc du nord de la Côte d'Ivoire. Et mettre de l'autre côté ceux dont les noms sont beaucoup plus proches du sud, de l'ouest et quelque part de l'est de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que beaucoup de jeunes seront arrêtés. Ils seront exécutés par les FSI, d'aucuns même vont être séparés de leur famille. Ainsi, pendant qu'ils sont en train de fuir des combats à Yopougon, ils vont aller au suicide involontaire. Ce matin, moi je me réveille, il y a des tirs partout, je ne peux pas supporter. On n'arrive pas à dormir, toujours ça tire, les gars viennent prendre tous des gens et violent les gens. Article 125, c'est vous-même qui avez dit ça. Déshabillez-vous, asseyez-vous là. Nos enfants avec lesquels nous venons, on les prend, on les amène de l'autre côté. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas partir. Et on attend. On a bien voulu aller là-bas, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. On n'a pas éveillé les colères encore. Donc on est là, on attend. Voici donc la situation qui prévalait à Yopougon. Dans cette commune, il y avait des barrages qui étaient établis, qui mettaient des limites, qui étaient entre griffes des frontières. Telle partie appartient donc au FSI et telle partie appartient aux miliciens. Voici comment c'était séparé. Et ils se livraient des batailles régulièrement. Les FSI ont connu beaucoup de pertes en vie humaine. C'est avec une intervention spéciale également de l'ONU et de la force Licon qu'ils vont réussir à gagner le territoire définitivement. Et dans la même journée, ils vont mettre un terme à toutes les révolutions qui avaient lieu, aussi bien à Bobo-Doumé et toutes les localités qui s'y trouvaient et qui étaient encore déterminées à continuer le combat. À partir de ce 4 mai, la Côte d'Ivoire est entre griffes totalement purifiée parce qu'il n'y a plus de milices ou de combat en tant que tel. Mais, de l'autre côté, à Niama et à Bobo, localité désormais gérée par le sergent-major, le général autoproclamé, M. Ibrahim Koulibaly, donc IB, ils vont sortir un communiqué quelques temps après l'arrestation du président Laurent Gbagbo pour informer tout le monde que Abobo et Anyama sont sous leur contrôle. Deviennent donc une sorte de micro-État à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dirigé par M. IB et ses amis, le commando invisible. À partir de cet instant, je prends toute la charge de l'exécutif national et décide ce qui suit. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus sont dissoutes. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la guerre. Chers amis de la Côte d'Ivoire, nous nous engageons à mettre en place une transition avec pour objectif de mettre la Côte d'Ivoire sur les rails de la démocratie et du développement. C'est à partir de cet instant que la tension va monter dans le propre camp des pro-Ouattara. En même temps, pour rassurer les populations, l'ONUCI,
dirigé par M. Yoon Chin Choi, va organiser la caravane de la paix, un grand événement dont l'objectif est de rasséréner les populations relativement à l'idée selon laquelle la nouvelle Côte d'Ivoire est désormais vivable. Tout le monde peut sortir dans les rues et se comporter comme il se comportait avant la crise qui a eu lieu. Ils vont donc organiser cette caravane. La trajectoire finale est d'arriver à Abobo, utilisé ou du moins passé par les voies les moins empruntées par la population qui en réalité ont connu d'énormes carnages, d'énormes tragédies. Ils vont rencontrer pendant le chemin énormément de corps couchés sur le sol et autres. Ils vont être déterminés à l'idée de continuer le chemin, mais ils vont, avant d'arriver dans la commune d'Abobo, rencontrer peu de personnes. Et ces personnes qu'ils rencontraient sur le chemin levaient la main simplement en signe de ralliement, en signe de soutien. Il n'y avait pas énormément de personnes et cette caravane de la paix fut un échec. Ils vont donc rebousser chemin et se retourner au Golf Hotel où ils auront un petit entretien avec le président de la République, M. Alassane Ouattara. Après cela, l'ONUCI va se rendre à son siège à Sébroko et là-bas fait le communiqué hebdomadaire dans lequel les représentants de l'ONUCI vont justifier la raison pour laquelle elle a toujours été présente en Côte d'Ivoire pendant cette période et pourquoi est-ce qu'elle intervenait ainsi. C'est ce jour-là que l'ONUCI va également rendre public et international le nombre de morts pendant tout ce conflit. Et pour rappel, nous sommes dans la mi-avril, 16 avril, le jour de la caravane de la paix. C'est donc 3000 morts qui sont signalés et officiellement reconnus par l'ONU. L'ONU en réalité s'aligne avec les chiffres donnés par le nouveau gouvernement et le nouveau président, M. Alassane Dramane Ouattara. Mais en réalité, 3000 morts, on pourrait le dire ici, n'atteint même pas le nombre de morts dans la simple localité de Djokwe. 3000 morts est le chiffre officiel, mais il y a eu plus de 3000 morts. Il faut également se rendre à l'évidence, parce que dans le discours, le représentant de l'ONU nous dit que les chiffres qu'ils ont évoqués sont ceux-là qui sont dans l'intervalle du 28 mars, le jour où l'opération spéciale des FSI a été lancée, et le 11 avril, le jour où le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Donc, il y a une sorte de prise en compte d'un canevas qui en réalité ne représente pas toute la période. Donc, les chiffres ne sont pas les véritables chiffres à prendre en compte en ce qui concerne, ou du moins lorsqu'on veut parler du nombre de morts pendant cette période. À Abobo, la situation ne va pas du tout. Parce que la localité qui en réalité est une partie d'Abidjan, Abidjan qui est une ville de la Grande Côte d'Ivoire, est en réalité en train de se transformer en micro-État dirigé par M. Ibé, qui là-bas fait la loi, car adoubé également par la population qui l'a toujours soutenu. Il faut savoir que 3 jours après la chute du président Laurent Gbagbo, le commandant invisible qui en réalité était adoubé par tout le monde et qui était reconnu même par le ministre de la Défense, M. Guillaume Soro, comme étant une armée forte, ne sera plus vu de la même manière. Le commandant invisible sera tagué comme étant un groupe traître qui a même mis des bâtons dans les roues des FSI, on se rappelle de la déroute des FSI à la RTI, et qui en réalité serait, selon tout ce qui est dit autour, un soutien du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de rumeurs commencent à tourner autour du commandant invisible et de Ibé en ce qui concerne sa légitimité. Mais pour se défendre, Ibé va sortir le grand discours. Il va toujours signifier que pour lui, celui qui a gagné l'élection, en réalité, l'élection de 2010, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui est désormais président de la République, pour qui il s'est toujours battu et il continuera de se battre s'il le faut. Il va également préciser le fait qu'il est contre les représailles qui ont déjà commencé et qui ont été lancées par les FSI. Parce qu'il faut le savoir, à partir du moment où les FSI ont commencé à gérer la sécurité en Côte d'Ivoire, les pro-Ouattara qui se trouvaient dans des quartiers vont montrer du doigt les pro-Gbagbo qui seront exterminés, qui seront tués. Alors, il va s'ériger contre ce comportement. Et il va expliquer beaucoup de choses. Il va même signifier le fait que s'il voulait, il désirait en réalité tuer, il allait mettre un terme à la vie de Magui Le Toka qui a été capturé par le commandant invisible, sans oublier Stéphane Kipré qui lui également a été capturé par le commandant invisible. Il va donc se défendre et expliquer qu'il n'a rien à voir avec les supposés accords qu'il aurait passés avec M. Laurent Gbagbo et qu'il est un fervent défenseur de la pensée du RDR, de celle de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors pour les chefs religieux, il fallait éviter un combat fratricide entre les FSI et le commandant invisible, entre Dioula, on pourrait le dire ainsi. Ils vont eux-mêmes se rendre au Golf Hotel dans l'optique de solutionner ce problème. Parce qu'il faut savoir, quelques jours après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, Ibé va demander une audience au président de la République, une audience à laquelle il n'y aura pas de réponse favorable. C'est ainsi que les chefs traditionnels vont eux-mêmes se rendre maintenant au Golf Hotel dans l'optique d'avoir cette audience et solutionner le problème. Arrivés sur les lieux, ils vont patienter jusqu'à ne jamais voir le président de la République.
c'est seulement M. Adama Toungara, à l'époque ministre de l'énergie, mais également maire d'Abobo, qu'ils vont rencontrer. Et ce dernier va leur dire qu'il va passer le message au Conseil des ministres. C'est par la suite qu'il viendra leur informer que l'affaire est entre les mains, à partir de cet instant, du ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. Finalement, il n'y aura pas de solution concrète relativement à cela. Donc l'audience étant demandée, il n'aura pas de réponse jusqu'à ce jour-là. C'est ainsi que IB a fait pression et demandé à toutes les milices, si ce n'est celles qui sont FSI, qui ne sont pas encore rentrées dans l'armée régulière, à abandonner toutes les représailles. Sinon, lui et son armée vont les agresser, les attaquer et par le canal de la violence, il est prêt. C'est donc après ce discours que rapidement l'ONU va convoquer aussi bien IB que Guy Michel par le canal d'une réunion au QG de l'ONUCI bien évidemment à Sebroko. À cette réunion, IB n'ira pas. Il va donc se faire représenter par le capitaine Aka, PDCI dont on a parlé dans l'une des précédentes vidéos, avec son fidèle ami Yassé. De l'autre côté, il y aura M. Guy Michel et le porte-parole du ministre de la Défense, le capitaine Allah et plusieurs autres personnalités, des généraux de l'ONU, des généraux de la force Likon qui seront sur les lieux. Fâchés par ce faux bond, ils vont dès cet instant dire que l'ordre du jour en réalité était de demander à IB de déposer les armes. Ils vont donc demander à ses représentants de lui transférer ce message, en l'occurrence celui du désarmement. Le message de désarmement à M. IB avant de rencontrer le Premier ministre de la Défense, avant de rencontrer le président Alassane Ouattara. Malheureusement, M. IB ne s'est pas présenté. Il a envoyé une délégation avec qui je ne peux pas du tout, je ne dirais pas négocier, mais à qui je ne peux pas m'adresser. Cependant, je l'ai transmis le message du ministre de la Défense, son excellence Soro Guillaume, Premier ministre, pour demander à M. IB de déposer les armes et ensuite se présenter au Premier ministre Soro Guillaume, ministre de la Défense, avant d'être reçu par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Lorsque le message lui sera transféré, IB va même pas attendre quelques jours. Dans la même journée, il va demander à tous ses amis, donc son groupe, de se désarmer. Ils vont donc déposer les armes dans l'école BAD du quartier et ils vont attendre les prochaines instructions pour pouvoir rentrer en parfaite collaboration et coordination avec le nouveau mouvement des FSI. Mais surtout, respecter la volonté du président de la République qui est celle d'éradiquer toute violence dans Abidjan. Aux environs de 8 heures, le lendemain, les téléphones vont sonner partout dans la résidence qu'occupait IB. Il faut savoir que dans la cité coccinelle dans laquelle il se trouvait à PK18, il y avait sa résidence ici et il y avait le lieu qui servait de QG où tout le monde se retrouvait en face. Donc il habitait là et la résidence était là. C'est ici que tout le monde venait gérer les affaires. C'était comme le siège du commandant invisible. Alors IB va recevoir beaucoup d'appels. L'information qu'il reçoit au téléphone, c'est que les Comzones qui étaient au Golfe ont quitté le Golfe, direction PK18 pour l'attaquer parce qu'ils ont appris qu'il a déposé les armes, qu'il s'est désarmé. Rapidement, il va prendre son téléphone, rassembler sa troupe et appeler Madame Dominique Ouattara. Il va parler haut et fort en mettant le téléphone bien évidemment sur haut-parleur. Il va dire en ces termes: maman, tu entends le bruit des armes? Ton mari est Soro, on voit les hommes pour nous tuer. À l'autre bout du téléphone, la première dame va rester sans mots car sachant déjà ce qui allait advenir, elle ne pouvait rien faire pour son filleul. Un commandant va vers l'un des pick-up sur lesquels est montée une mitrailleuse lourde. Rapidement enrayée, l'un après l'autre, les guerriers du commando invisible font le même constat. Toutes leurs armes lourdes sont hors service. Dans un premier temps, ces combattants ne pensent ni à la trahison ni au sabotage, il faut le dire. Ils croient à un coup du sort, à une force mystique, à un piège. Fait surprenant, depuis la veille, les hélicoptères de l'ONUCI survolaient la zone de PK18 et le QG du commando invisible à une basse altitude. Et c'est pendant cette période qu'ils opéraient le désarmement. À l'aube, le balai a repris, rejoint également par les hélicoptères de la force Likon. IB et sa garde rapprochée vont donc tenter de joindre leurs compagnons qui en réalité avaient posé les barrages à l'entrée de PK18 pour sécuriser la localité. Personne ne répond. Ils sont aux abonnés absents. Les tirs s'y rapprochent de plus en plus de IB et son équipe dans son fief. Rapidement, IB et ses hommes vont décider de filer. Avant de partir, quitter le territoire, le général va quitter sa maison et s'y rendre dans le QG et exécuter un cheval blanc en guise de sacrifice. Il va dire à l'un de ses fidèles, un homme solide, grand, bien bâti, qui en réalité faisait partie de la garde rapprochée de l'ex-président du Burkina Faso, M. Thomas Sankara, d'assurer sa sécurité. Il va toutefois poser une condition.
il ne faudrait pas qu'il vienne avec ses amis, il faudrait que ce soit lui seul, car IB ne fait plus confiance à son entourage. La garde d'IB va donc refuser également que IB ne parte qu'avec cet homme, car pour eux, il ne fallait pas faire confiance à celui-ci. Ainsi, composés d'une vingtaine de personnes, ils vont tenter de s'enfuir. Mais les hélicoptères vont compliquer les tâches. Ils vont rapidement les localiser et voler au-dessus de leurs têtes. C'est ainsi qu'ils vont se voir astreints de se réfugier dans un premier lieu à l'intérieur d'une maison. Dans un second temps, se sentant en sécurité nulle part, à la faveur d'une coup de pause des hélicoptères, ils vont trouver enfin un abri discret dans l'enceinte d'une école primaire déserte. Puis, aux environs de 14 h, ils vont se rendre dans la maison la plus proche, à côté donc de cette école primaire. L'endroit était habité par une famille avec des enfants. Pour ne pas les déranger et être trop nombreux dans la maison, la troupe va se scinder en deux. Ils sont 9 à se cacher là. Ils écoutent donc la radio et RFI annonce leur fuite et les signale déjà dans la localité d'Aboville, une ville à environ 80 km d'Abidjan. Ils souffrent et rient, d'autant plus qu'ils sont depuis des heures dans la même localité. Pendant ce temps, les chefs des FSI sont entrés à PK18. Il y avait donc M. Chérif Ousmane qui était sur le terrain et toute cette action était pilotée par Guy Michel. C'est ainsi que Chérif Ousmane va s'adresser aux habitants de PK18 et demander à ce que tous reprennent leurs fils qui sont membres du commando invisible. Et fait étrange, il va même leur informer qu'ils ne vont plus trier et tuer tout le monde. Et ces gens-là vont applaudir. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous arrivons à Bobo, on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Des jeunes éléments du commando invisible vont donc tenter de fuir. Ils vont se faire abattre sur le champ. Ce 27 avril, entre 30 et 60 hommes du commando invisible, selon plusieurs sources, vont être exécutés. Pour Ishaka Watao, un commandant des FSI, le ratissage à Bobo et à Niama s'est donc soldé par 2 morts et quelques blessés dans leur camp. Dès l'arrivée des FSI, la population va se livrer à un pillage. Un pillage énorme, aussi bien dans la résidence du général que dans son QG. Le général qui en réalité s'occupait d'eux est devenu aujourd'hui un ennemi à fustiger, à attaquer. Le foyer de l'imam de PK18 va être également vandalisé. De leur cachette, IB et sa garde rapprochée vont apprendre les nouvelles. Ils vont être désespérés par les fusillades contre leurs frères d'armes qui ont été abattus. Ils sont aussi désabusés par la trahison et dépités devant le comportement de la population qu'ils ont nourri pendant tout ce temps et qui aujourd'hui dit que mettre un terme à la vie de IB serait une bonne chose. Dans la maison occupée par le commandant invisible et ses amis, la maman sera en prière avec ses enfants dans la cour. IB et ses hommes seront également en contact avec l'ONUCI. Il faut signifier que IB avait téléphoné préalablement le porte-parole de M. Yu Chin Choi pour lui demander de régler cette histoire avant qu'elle ne dégénère. Mais il n'a rien fait, sous prétexte qu'il était en voyage avec Yu Chin Choi à Paris. La situation devenait donc de plus en plus compliquée. Aux alentours de 19 h, un peu avant la prière, les bruits des tirs vont se rapprocher de la maison de cette famille. La maman et ses enfants vont hurler. Une partie de l'habitation est en feu. Le toit vole en éclats. Un certain Youssouf, proche de IB, va tenter de s'enfuir depuis la cour intérieure. Les FSI ne vont pas entrer dans l'enceinte. Elles vont tirer depuis dehors. Le jeune homme va donc voir la possibilité de s'enfuir. Il va tenter d'escalader l'un des murs et voir par la suite qu'il y a un terrain vague qu'il peut parcourir en un laps de temps et quitter les lieux. Il va donc retourner à l'intérieur et parler avec ses amis, informer IB qu'il peut passer par cette voie et tenter de s'enfuir. Ainsi, le général IB va accepter la proposition. Ensemble, ils vont foncer vers le mur pour l'escalader. Youssouf va passer le premier et commence à courir. Il se retourne et voit derrière lui que IB a fait demi-tour. Il n'a pas grimpé la cour, il est resté à l'intérieur. Tout au long de sa course, il va entendre des bruits d'armes lourdes s'abattre sur la maison. C'est donc aux alentours de 20 h que la radio va annoncer la mort d'IB, ainsi que celle de 5 de ses camarades et de son petit frère présent à ses côtés ce jour-là. Moi, je suis très content parce qu'il y a longtemps de cela, nous souffrons à Bobo ici. C'est une joie parce que avec ce qui s'est passé, on est vraiment libérés. Ça, c'est une libération totale pour ce soir. En tout cas, bravo. Bravo pour Watao et puis c'est quand même. Aujourd'hui, c'est une joie. On dit merci à tout le monde et puis bon, c'est fini quoi. Voilà, on vous remercie. Le lendemain matin, partout, aussi bien sur la TCI que les journaux ont écrit, il y aura l'information selon laquelle IB, le général du commando invisible, n'est plus.
Côté force républicaine, 2 soldats tués, plusieurs blessés. Côté adverse, 7 morts, dont M. Ibrahim Koulibaly. Les questions concernant la mort du sergent-chef IB, mes instructions ont toujours été claires. La vie humaine est sacrée et il ne faut tuer personne. J'ai donné les mêmes instructions pour Laurent Gbagbo comme pour Ibrahim Koulibaly. Et malheureusement, pour Ibrahim Koulibaly, les choses se sont passées autrement. Mais de toute façon, une autopsie a été faite et bien entendu, il y aura une enquête concernant les circonstances de sa mort. Après avoir réglé le cas IB, il reste désormais à régler le cas de la sécurité à l'intérieur d'Abidjan qui en réalité vacille encore, mais surtout à passer maintenant à l'investiture, l'installation juridique du nouveau président, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est ainsi que vers la fin du mois d'avril, il va rapidement appeler le président du Conseil constitutionnel, M. Paul Yaoundé, qui s'était réfugié au Ghana pendant la crise post-électorale. Rapidement, celui-ci va décider de rentrer en Côte d'Ivoire pour sceller la victoire du nouveau président. C'est ainsi que le soir même du 4 mai, où Yopougon tombe désormais entre les mains de FSI, donc du nouveau gouvernement, il va commencer à s'exprimer relativement à la victoire effective du président Alassane Ouattara. Décision numéro CI 2011 EP 036 du 4 mai du Conseil constitutionnel, secrétariat général, portant proclamation de M. Alassane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Dans la continuité des événements, le 21 mai 2011, le président Ouattara va organiser son investiture, et ce, en grande pompe dans la ville de Yamoussoukro, la capitale du pays. Le coût était vraiment énorme, ça coûtait cher. Mais l'objectif ici, c'était de prouver que la Côte d'Ivoire était en train de renaître de ses cendres. Donc sorti de cette guerre que tout le monde a vue, pour commencer à embrasser une paix. Donc le cadre doit être favorable. C'est pourquoi on ne fait même pas cette investiture dans Abidjan, qui a été touché par la guerre, et on la délocalise carrément à Yamoussoukro. Pour gérer la communication de ce grand événement, Obstoche, une agence de communication événementielle basée dans les Hauts-de-Seine en France, a été choisie. Madame Anne Méo, patronne de la société et communicante la plus en vue dans le monde des grandes entreprises françaises, était chargée de gérer l'image du nouveau président ce jour-là. Elle va également proposer France 24 et RFI à cette époque en vue dans le monde de l'audiovisuel pour soutenir également le projet. Quelques sociétés françaises vont participer financièrement à l'investiture. Un grand groupe de téléphonie a distribué des t-shirts orange et CFAO, le leader de la distribution en Afrique, a offert l'équipement complet, moto comprise, à l'escorte du président Alassane Ouattara. Jonathan Goodluck, M. Ali Bongo également et autres qui seront présents. Le président sud-africain, Jacob Zuma, va déléguer sa vice-présidente en guise de substitut. À un moment donné, la présence du président des États-Unis, Barack Obama, était pressentie. Par la suite, c'est celle de Mme Hillary Clinton qui va être évoquée. Finalement, aucun des deux ne viendra. Il y aura l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et un représentant. Du côté des grands invités, il y aura le pape Benoît XVI qui a été invité mais qui va décliner l'invitation. Il va donc être remplacé par un nonce. En revanche, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, sera présent. C'était la deuxième fois dans l'histoire des Nations Unies qu'un secrétaire général assiste à l'investiture d'un président. Le représentant de l'ONUCI également sera là, M. Yuchin Choi. Du côté du FMI, le directeur du FMI, M. Michel Kandessu, sera présent. C'est par contre le directeur du FMI, M. Dominique Strauss-Kahn, qui avait été prévu, qui ne viendra pas à cause de son affaire à New York. Nicolas Sarkozy était le seul président occidental à être présent sur les lieux. Le président Alassane Ouattara va l'accueillir chaleureusement et le mentionner également dans son discours. Les hommes d'affaires français vont être nombreux à Yamoussoukro ce jour-là. La délégation française était la plus importante. On parle de plus de 200 personnes accompagnant le chef de l'État. Les messieurs Afrique, Patrick Balkany et Robert Bougie n'ont pas été invités, car M. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, les avait inscrits sur la liste noire ce jour-là. Au premier rang des capitaines d'industrie, il faut signifier qu'il y avait Martin Bouygues qui était sur les lieux, un ami très proche du président Alassane Ouattara, et Vincent Bolloré également. Il se murmurait à cette époque que
M. Vincent Bolloré allait perdre ses concessions au niveau du port d'Abidjan à cause de son soutien qu'il a apporté au président Laurent Gbagbo en faveur d'une entreprise américano-française créée spécialement pour cela. C'est M. Nicolas Sarkozy qui est intervenu pour défendre les intérêts de Bolloré. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Ainsi, l'organisation de l'investiture sera réussie, ce sera un succès et la Côte d'Ivoire va reprendre sa vie. C'est à partir de cet instant que la Côte d'Ivoire va entamer une nouvelle partie de son histoire, la reconstruction, la mise en place du programme DDR, pour pouvoir désarmer, démobiliser et réinsérer les rebelles, les milices et consorts qui va venir par la suite, les découpements de la Côte d'Ivoire, les départements, les régions, les districts et beaucoup de choses qui viendront par la suite pour couronner le tout. C'est à partir de cette période-là que le nouveau président Alassane Ouattara va déployer sa stratégie. Il va même acheter des nouvelles Mercedes pour ses ministres et montrer que la Côte d'Ivoire part dans une nouvelle ère. Il va même commencer ses voyages partout dans le monde pour pouvoir attirer des investisseurs et, chose très importante, il sera beaucoup sur la scène internationale. À l'époque, les Ivoiriens vont créer autour de ces voyages un sujet de rigolade, car beaucoup en voyage. Voici donc tout ce qui s'est passé par la suite pour la fin de la guerre civile en Côte d'Ivoire et le début de la nouvelle vie, de la nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, si toutes ces histoires, nous les avons relatées ici, c'est pour une raison simple. Il faudrait que les Ivoiriens sachent ce qui s'est passé dans leur pays et qu'ils fassent l'effort conjoint de ne plus accepter que cela revienne ou ait encore lieu dans leur pays. La Côte d'Ivoire est désormais lancée pour pouvoir atteindre les sommets, se comparer aux meilleurs pays du monde entier. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent que la guerre ne va rien changer. Le soutien qu'on apporterait à un certain Laurent Gbagbo, à un certain Ouattara, à un certain je ne sais qui, ne mérite pas d'arriver aux armes. Il faut prendre conscience et désormais défendre non pas un homme politique, mais les intérêts nationaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un pouce et on se dit à très bientôt.